Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les secrets de l'univers enfin dévoilés. Par contre, avant de vous dévoiler notre nouveau flash info, le titre de notre flash info, j'aimerais vous faire part d'un commentaire que nous avons reçu d'une auditrice qui est sur Nîmes et qui nous dit « D'abord sur le fond, c'est très intéressant, tant sur la matière noire que sur l'âge de l'univers, je suis passionnée par ces sujets-là et pourrais en discuter des heures. » Eh bien, chère auditrice de Nîmes, vous allez être contente et ravie, car le titre de notre Flash Info numéro 6 est le Big Bang, des galaxies qui remettent en question l'âge de l'univers. Alors bien sûr, je ne serai pas seule pour ce Flash Info, Monsieur Cosentino sera avec moi. Si vous voulez plus de détails sur sa biographie, je vous invite à vous reporter à notre Flash Info numéro 4. Mais j'aimerais rajouter quand même deux petites choses. C'est que Monsieur Cosentino est responsable et conseiller scientifique dans les sciences de l'univers, mais également responsable du dossier Révolution en cosmologie. Maintenant, nous pouvons l'accueillir, Monsieur Cosentino. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce Flash Info numéro 6. Déjà. Déjà, oui, le temps passe vite. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser trois questions. La première, notre univers a-t-il un âge? Alors, notre univers a-t-il un âge? Eh bien, la réponse est bien sûr oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la valeur de cet âge? Alors, la valeur de cet âge, actuellement, ce qu'on va nous appeler le modèle d'univers standard, ou la cosmologie dominante. Cet âge a été établi avec la mission Planck. Et nous avons un âge, alors pour ceux qui veulent prendre des notes, 13,779 plus ou moins 0,021 milliards d'années. Alors, plus ou moins, on va le dire d'une façon, plus ou moins 21 millions d'années seulement. D'accord. Alors, comment les théoriciens cosmologistes ou les astrophysiciens font-ils pour calculer cette valeur de 13,8 milliards d'années? Très bonne question, très pertinente. Alors, pour simplifier les choses, si je veux calculer un temps, donc une durée, j'ai besoin de deux paramètres. La distance à parcourir et à quelle vitesse je vais parcourir cette distance-là. Alors, on va prendre un exemple, parce que voilà, nous, on peut prendre Marseille-Paris, par exemple, Marseille-Paris, je connais la distance. Alors, évidemment, donc on va prendre plutôt un avion, parce qu'il a une vitesse qui est régulière. Alors, si je connais la distance de Paris à Marseille, si je connais la vitesse de l'avion, je prends la distance, je la divise par la vitesse de l'avion et j'ai le temps. Alors, maintenant, comment transposer ça à l'univers? Parce que c'est... là, les choses peuvent paraître simples, alors qu'en réalité, c'est un peu plus complexe que ça, pour la simple et bonne raison. C'est qu'il va falloir trouver de bonnes distances. Et dans l'espace, on n'est pas là avec une chaîne d'arpenteur et mesurer la distance. Donc il va falloir trouver donc, la bonne distance. La vitesse, ce n'est pas un problème. Parce que la vitesse, on l'a à travers les décalages spectraux des raies vers le rouge. Alors là c'est pareil, ça sera une autre émission, comment on calcule les vitesses d'éloignement des galaxies. On regarde une raie qui est en laboratoire, une raie spectrale, de l'hydrogène par exemple. On regarde en laboratoire, vitesse 0. Et puis on regarde un astre dans l'espace qui nous envoie une lumière aussi, on fait traverser la lumière à travers un spectre, et on regarde le décalage spectral. À travers le décalage des raies, qui ne sont pas à la même place que celles qui sont en laboratoire à une vitesse nulle, on calcule une vitesse. Dans la vitesse, ce n'est pas un énorme problème. Pas le problème. La vitesse, non. Mais la distance, ah là là. Là, il faut trouver donc les bonnes distances, c'est-à-dire qu'il nous faut les bonnes bougies. Alors l'exemple qu'on prend, c'est quoi? C'est des bougies qui font, mettons, toutes 100 watts. Donc il faut trouver les bonnes bougies standards. Donc on a pour ça des étoiles qui sont, les céphéides par exemple, qui sont des ampoules, on va dire en guillemets des ampoules standards. C'est-à-dire qu'elles sont toutes, admettons, à 100 watts. Or, sachant qu'elles font 100 watts, si il y en a une qui est le double ou le triple au niveau distance, elle sera moins lumineuse. Donc en fonction de la luminosité de ces céphéides, on peut dire à quelle distance elle se trouve. Voilà d'une manière simplifiée. Donc on a la distance, on a la vitesse, on divise
Donc la distance par la vitesse et on a le temps. Donc le problème c'est est-ce qu'on a le bon étalonnage donc des éphéides. Après bien sûr on va dire qu'on a d'autres choses que les éphéides. Voilà, ça c'est l'idée. Et du coup on tombe dans ce modèle-là bien sûr, hein, parce qu'après il faut modéliser les distances, il faut prendre des éphéides, est-ce qu'elles sont les bonnes, et patati, et patata. Donc il faut modéliser. Après il faut modéliser bien sûr aussi tout ce qui est énergie en fonction des étoiles. Donc ça fait deux modélisations. Une par rapport à l'étoile et une par rapport à l'univers. Et on a ces fameux 13,8 milliards d'années. Voilà donc que cet âge-là maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que en 2019, alors pourquoi je dis 2019? Parce que bon, cet âge-là, d'une manière globale, bon, on va dire qu'on l'a depuis une quinzaine d'années, et aujourd'hui ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Cet âge de 13,8 milliards d'années, eh bien, il est remis en question. Alors, et je dirais même que, encore une fois de plus, il vient d'être remis en question. Alors, voulez-vous dire que l'âge de l'univers a déjà été remis en question par les cosmologistes dominants? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je me réfère à mon ouvrage de tome 1, parce que là, il y a un historique qui est très intéressant par rapport à cette remise en question. Alors, l'ouvrage a été édité en 1993, c'est ce que nous on appelle le tome 1. Le tome 1 est édité en 1993, et on lance dans l'espace le télescope Hubble pour étudier les étoiles. Et là, il y a un problème. C'est que 2 années après la sortie de mon tome 1, donc on est à 95, on a les résultats de Hubble, et il y a un énorme paradoxe. C'est-à-dire que Hubble, il étudie des étoiles qui sont plus vieilles que l'univers. Alors, ce n'est pas possible. C'est pas possible. L'univers est le contenant, les étoiles sont... Eh oui. Et l'image, voilà, et l'image que j'aime bien prendre, c'est est-ce que le père ou l'enfant, est-ce que le fils peut être plus grand que le père? Voilà, plus grand, plus vieux. Pas possible. Donc il y a un problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1993, donc 2 ans avant que Hubble donc ouvre ce paradoxe, à la page 76, alors bien sûr maintenant on passe dans le cadre de mon modèle. Hein. Dans le cadre de mon modèle d'univers qui s'appelle le New Big Bang fractal, j'ai insisté sur un fait que tant qu'on reste dans le modèle standard dominant, tant qu'on accepte cet âge-là, il va y avoir un jour ou l'autre un problème, un paradoxe, une contradiction, une incohérence. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc à la page 76 du tome 1. Donc ceci, c'était écrit en 1993 et confirmé 2 ans après par Hubble, la mission Hubble. Voilà ce qu'il est dit. Donc c'est la prévision numéro 4. Dans le cas d'un univers qui n'est plus en expansion, on pourrait observer des corps célestes ayant un âge plus important que ne l'indiquerait leur décalage spectral, voire un âge plus ancien que le cosmos lui-même. Ceci est écrit en 1993 et on attendait les observations. 2 ans après, confirmation. Donc du coup, qu'ont-ils fait les cosmologistes? Eh bien, ils ont révisé leur modèle des étoiles, de l'univers, pour qu'ils retombent sur leurs pattes. Voilà, donc ceci, donc, c'est intéressant donc, au niveau historique, et ben, ça met, quelque part, ça confirme, voilà. Voilà. En fait, cette anticipation fait 2 ans, 2 années à l'avance, mais de l'eau dans votre moulin. C'est très bien, ça avait confirmé ce que vous aviez écrit. Donc maintenant, vous dites par contre, j'ai noté qu'il y a encore des énormes bémols. C'est quoi ces énormes bémols? Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est le cœur de notre Flash Info. Bien sûr. Alors, à 93, donc on va dire 95, il y avait ce paradoxe donc, des étoiles, puis avec l'univers. On va dire que, en guillemets, la chose a été résolue. Bon, on ajoute des paramètres, on bricole, Oui. on bricole le modèle de l'univers, on bricole le modèle des étoiles, on tombe sur nos pattes. Ok. Mais aujourd'hui, il est difficile de contourner certaines choses. Pourquoi? Alors, la liste, elle est non exhaustive, elle est énorme. Là, j'ai amené 2 dossiers, mais bon, je ne peux plus amener tout le reste. De problèmes vraiment incontournables. Alors, tout d'abord,
on observe aujourd'hui, de nouveau, encore, des étoiles qui sont, alors, ils n'osent pas dire l'âge exact, ils disent plus de 13 milliards d'années. Alors, souvenons-nous, l'âge de l'univers, 13,8. Alors là, ils disent plus de 13 milliards d'années. C'est un modèle sur les étoiles. Hein. Alors, pourquoi c'est plus? Et combien? Ensuite, là, il y aurait beaucoup à dire, hein, cher public. Deuxièmement, alors, pas d'évolution, alors en chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On regarde aujourd'hui l'univers et on se rend compte que, dans la logique des choses, si notre univers a un âge, c'est qu'il a une histoire. S'il a une histoire, ça veut dire que, comme nous, il a été conçu, il a été enfant, il a été ado, il a été adulte, et pourquoi pas, bon, je n'ose pas dire vieux, parce que bon, l'univers, ce n'est pas un être biologique, hein. Donc on va dire adulte. Donc il y a bien une histoire, il y a bien une évolution. Or, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est que si on transpose ça maintenant aux galaxies, il faut qu'il y ait un Big Bang, il faut qu'il y ait des nuages d'hydrogène et d'hélium, il faut que ces nuages se transforment en étoiles, ces étoiles vont former des amas d'étoiles, ces amas d'étoiles vont former des galaxies, ces galaxies vont former des amas de galaxies, ces amas de galaxies, des murailles de galaxies. Et parmi ces galaxies, il y a différentes sortes de galaxies. Les galaxies spirales, les galaxies irrégulières, les galaxies elliptiques, les galaxies barrées. Or, ce qui veut l'histoire de cet univers-là, on devrait voir des galaxies, par exemple, du simple, aller vers le complexe. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Un exemple. On observe aussi bien des galaxies elliptiques très 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 lointaines, donc proches du Big Bang, que proches de la nôtre, donc la Voie lactée. Alors, pourquoi y a-t-il des galaxies elliptiques proches du Big Bang et pourquoi on en retrouve dans notre univers local? Alors, en d'autres mots, l'univers lointain ressemble à l'univers local. Donc, où est l'évolution? En d'autres mots, pour revenir sur le plancher des vaches, quand je regarde loin dans l'univers m'approchant du Big Bang, je devrais voir, dans le cadre du modèle standard, je devrais voir des enfants. Or, qu'est-ce que je vois en même temps que je regarde des enfants? Je vois des vieillards. Que font ces vieillards? Donc, que font ces galaxies? Ces galaxies qui sont vieilles, qui sont matures, qui ont certaines même arrêté leur procréation d'étoiles. On va dire qu'elles sont en phase d'épuisement. Hein. Que font-elles là, quasiment collées au Big Bang? On retrouve ces mêmes galaxies près de nous. Alors quand je dis près de nous, près de notre Voie lactée. Donc là, où est l'évolution? Ça cause un problème. Et l'univers aussi, il bute sur ce qu'on appelle donc l'âge du fer. C'est que normalement, plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps, plus on s'approche du Big Bang, on ne devrait pas avoir trop de nébuleuses avec du fer, ou des galaxies avec du fer, ou de la poussière. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui, et de plus en plus. Donc on revient sur cette idée que l'univers lointain ressemble à l'univers proche. Ce qui veut dire que l'univers proche, c'est quoi? C'est notre galaxie qui a un âge de, on va dire 13, pratiquement l'âge de l'univers, 13,5, 13,7. Or, si notre univers local a 14 milliards d'années, et qu'on retrouve ces galaxies au fin fond de l'univers, près du Big Bang, elles aussi devront aussi 14 milliards d'années. Oui. Donc, il y a une formidable incohérence là, Oui, mais alors vous nous dites plus de 13,8 milliards d'années, mais alors selon vous, quel est l'âge de notre univers? Alors, maintenant, il y a deux catégories, on va dire deux classes de cosmologistes. Ceux qui sont pour 13,8 milliards d'années. Il y a des controverses là. Et qui essayent de défendre leur modèle, comme on dit, bec et ongle, comme ils peuvent. Mais tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, à un moment donné, on ne peut plus contourner les obstacles. Hein. Jusqu'à maintenant, ils ont pu les contourner. Hein. On prend les modèles, on ajoute des paramètres, on fait en guillemets des acrobaties. Bon. Oui. Mais. Les côtes mal taillées aussi. Voilà, donc si vous voulez, la marge qu'ils avaient jusqu'à maintenant, cette marge, c'est. Elle se réduit de plus en plus. Voilà, un peu de chagrin. Hein. Et du coup, la question, maintenant, on va répondre donc, à ça. Alors, nous avons donc aujourd'hui maintenant un faisceau d'indices très fort que l'univers ne peut pas avoir. Alors, on va simplifier 14 milliards d'années. Il ne peut pas avoir 14 milliards d'années.
Alors, nous ne sommes pas les seuls à le dire en tant qu'équipe du New Big Bang Fractal. En Amérique, il existe une équipe, c'est l'équipe américaine d'Eric Ledner, là ils visent plutôt pour 60 milliards d'années. Ah oui, quand même. Mais ça remonte déjà à quelques années. Je pense que s'il regardait, il regarderait aujourd'hui, peut-être qu'il se rapprocherait des 100, des 120, oui. Donc, et puis il y a notre équipe qui, elle est plutôt pour, alors là, notre plage, non pas 13,8, bien sûr, hein, mais on est plutôt bien supérieur, qui serait un âge minimal, j'insiste beaucoup là-dessus, un âge minimal de 180 milliards d'années. D'accord. Alors, selon vous, Monsieur Cosentino, là c'est personnellement, selon votre modèle d'univers du New Big Bang Fractal, quel est l'âge du cosmos? Mais exclusivement selon vos propres calculs, attention. Hein. D'accord, donc on laisse les Américains, on laisse les Américains. On laisse le modèle M. standard. Cosentino qui répond, selon ses propres calculs, Alors, ses propres recherches. Très bonne question, très bonne question. Alors, tout d'abord, la réponse à l'âge de l'univers, bien sûr, ne fera pas appel à une philosophie, à une croyance. Le calcul est très simple. Aujourd'hui, nous savons que l'univers, on le décrit comme étant une éponge. Une éponge, donc, avec des trous. Alors, j'ai pris, bon, je dois plutôt dire, nous avons pris, bon, nous avons pris, donc, un trou de cette éponge. Parce qu'il y a des petits trous, on appelle ça des vides. Des vides, hein. Comme une éponge, hein. Dans une éponge. Des petits vides, des plus gros. Voilà. Donc, pas pareil. Donc, on a pris le vide le plus grand. Alors là, bien sûr, il s'agit des distances en mégaparsecs. Bon, mais ça, nos lecteurs, ça va aller sur Internet. Voilà. Vous faites vos propres recherches. Voilà. On encourage. Oui, parce que c'est un flash info, je vous le rappelle, donc ça ne dure pas trop longtemps. Et voilà, et savoir la vitesse de la lumière. Oui. Hein. Donc nous avons donc pris le vide le plus grand possible, hein, et nous avons donc le diamètre de ce vide. Nous avons pris la vitesse moyenne d'une galaxie, en supposant que, au départ, ce n'est pas une galaxie, bien sûr, hein, ça serait une proto-galaxie qui serait au centre de ce vide, et bien sûr, ce vide, ce trou, il s'agrandit. Il s'agrandit pourquoi? Parce que finalement, les distances entre ces proto-galaxies s'agrandissent pour former un énorme vide. Donc il nous faut une vitesse moyenne d'une galaxie. Alors comme tout à l'heure, on a la distance, le diamètre du trou. On a une vitesse d'une galaxie qui suit bien sûr l'expansion de l'univers. Donc on a la distance, on a la vitesse, on divise donc tout ça, la distance par la vitesse, et on tombe sur le temps. Or, pour que le trou se forme à cette dimension-là, pour que ce trou s'agrandisse à cette dimension-là, il faut 180 milliards d'années. 180 milliards d'années, donc ça veut dire que c'est 10 fois plus que ce qui est dit actuellement. Exactement. Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors comment, en quelques mots, j'ai bien quelques mots, hein, c'est un flash info, M. Cosentino, je vous le rappelle. Je prends note. En quelques mots, vous avez calculé cet âge minimal de 180 milliards d'années. Bien, voilà, par ce procédé, qu'il fallait trouver une distance et une vitesse. Donc la distance, c'est le plus grand des trous possible, et la vitesse, c'est à quelle vitesse se déplacent en moyenne les galaxies. Et on fait donc le rapport des deux, et on tombe bien sur cet âge-là, hein, puisque chacun peut faire cette division qui est donc la distance par la vitesse. Ceux qui savent faire dans ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle, hop, ils tombent sur le temps. On revient sur l'exemple tout à l'heure, si je connais la distance de Marseille à Paris, si je connais la vitesse de l'avion, la distance divisée par la vitesse de l'avion, je sais combien de temps je vais mettre. Par exemple, ça peut être, mettons, je sais que Lyon-Bordeaux, c'est 1 heure. Oui, voilà. J'ai jamais pris l'avion Marseille-Paris, mais bon. Voilà, moi j'ai pris Lyon-Bordeaux, 1 heure. Bon, maintenant si c'est Marseille-Paris, mettons qu'on va mettre 2 heures, 2 heures et demie. Bon, le principe, même 3 heures. Les 3 heures. Ça sera un peu beaucoup quand même. Bon. Il faut faire des détours. Des escales. Il faut faire un grand détour. Voilà, cher public. Donc la distance, pour nous la distance, c'est le diamètre du trou de cette éponge, hein, parce qu'il y a comparé une éponge, divisé par la vitesse moyenne d'une galaxie, et on tombe sur ces fameux 180 milliards d'années, qui est un âge minimal. Parce que si un jour on découvre un trou qui est encore plus... Ah ben là, Oh là là, alors là, vous êtes... Bon,
on comprend, admettons qu'on Elle trouve, va exploser. admettons qu'on trouve un trou qui est 2 fois plus grand, eh bien, ça sera 360 milliards d'années. Bon, après, on reste dans le raisonnable, parce que trouver un trou qui soit d'une dimension de double, bon, pourquoi pas, mais après, ça serait trop, comme on dit, dépasser le domaine du raisonnable par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais l'idée est là. L'idée est là, c'est que l'univers aujourd'hui ne peut pas avoir 14 milliards d'années. Il y a un problème. Alors, cher public, notez donc cette info, prenez votre crayon, votre papier, que sous peu, d'ici, je ne suis pas prophète, hein, plutôt scientifique, on va dire dans 4, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, maximum 2 ans, parce qu'on attend les résultats du télescope spatial JWST, ben c'est celui qui aurait dû être lancé fin 2018, qui aurait remplacé Hubble, parce que Hubble commence à devenir fatigué. Et le problème, c'est qu'il n'a pas pu être lancé fin 2018, le programme a été retardé, et on pense à le lancer dans l'année 2020. Donc ce qui veut dire qu'avec le JWST, on va aller voir les galaxies invisibles à l'infrarouge, et c'est là qu'on aura des galaxies qui seront encore plus vieilles, qui auront un âge astrophysique supérieur à 14 milliards d'années. Alors, ça c'est notre première prévision, qui maintenant on est quasiment dans l'absolu. Hein. Il va falloir changer l'âge de l'univers. Et ceci dans un avenir, on va dire, extrêmement proche. En guillemets, je mets demain. C'est ce qu'on attend en premier. Donc le changement de l'âge de l'univers. Alors, si on reprend un petit peu le thème de ces Big Bang des galaxies qui remettent en cause l'âge de l'univers, eh bien oui, aujourd'hui, nous avons donc un faisceau de galaxies, d'amas de galaxies, d'étoiles, qui vraiment sont presque, je dis presque pour l'instant, hein, parce que je parle au nom du modèle standard, qui sont presque aussi âgées que l'univers. Et selon le modèle du New Big Bang, elles sont, pas presque, elles sont plus âgées que 14 milliards d'années. Là, je pense, donc on va dire peut-être l'essentiel, mais là, comme on le dit toujours, on encourage tout notre public à aller faire des recherches. Oui, s'ils veulent des références sur le nom des galaxies qui posent problème, à ce moment-là, qu'ils nous écrivent. Le public aura le nom des galaxies, les articles de référence, ils vont sur Internet, comme on l'a dit, hein, c'est des flash infos. Oui, oui. Sinon, si Mme Steffelero ne serait pas là, moi je prends le tableau, je mets mes formules. Voilà, donc pour résumer, donc l'univers ne peut pas avoir 14 milliards d'années, vu les informations, les observations, aussi bien théoriques que scientifiques qu'on a aujourd'hui. D'accord. Je pense que vous avez répondu à la question de cette auditrice de Nîmes sur l'âge de l'univers. Mais j'espère que... Par ce flash info. Par ce flash info. D'accord. Donc on a des objets, des étoiles, des galaxies qui sont plus vieilles que l'univers. Donc on a des enfants, entre guillemets, voilà, qui sont plus vieux que papa. Voilà, qui est parent. Bon, ben voilà. Donc ce flash info est terminé, ce flash info numéro 7. Oui, là, voilà. C'est terminé. Oui, parce que j'ai une bonne nouvelle, comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit nos émissions, nos vidéos, eh bien on a le plaisir de vous annoncer la création d'une nouvelle rubrique qui s'appelle les questions de notre public. Et nous avons justement une question d'un auditeur qui nous vient de Couéron, pays de Loire en France, et qui nous demande « Je n'ai pas compris pourquoi vos deux univers se séparent en s'éloignant l'un de l'autre. Alors, quelle est la contrainte qui implique cela ?» Eh bien, nous espérons que M. Cosentino va répondre à cette question. En quelques minutes. Très rapidement, oui. Alors, avant de répondre à ces questions, je viens de regarder mes notes, j'ai oublié un petit détail tout à l'heure sur l'exemple du village. Oui. On revient sur le problème de l'âge de l'univers. Hein. Là, je vous promets que je n'oublie pas la question pour... Je la reposerai s'il faut. Alors, prenons l'exemple d'un village. Alors, il y a le village qui serait l'univers. Oui. Et puis, ce village, et bien sûr, il y a une population qui habite dans ce village, qui serait les étoiles, les galaxies, etc. Alors, la question est celle-ci, qu'on n'insiste jamais assez là-dessus. Je regarde quelle est la personne la plus âgée. Alors, on prend un exemple 100 ans. Hein? C'est un village où il fait beau, il y a du soleil, il y a des oliviers, l'huile d'olive, les agrumes. Donc voilà, c'est tellement un village méridional où on vit très longtemps. Très bien. Alors, je regarde la personne la plus âgée de ce village et elle a 100 ans.
la question est celle-ci. Alors, on répète bien, le village, c'est l'univers, et cette personne, c'est par exemple une étoile, donc une star. Ça. Est-ce que l'âge de cette personne, c'est l'âge du village? Bah, le village est peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancien que cette personne. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une question logique. Ce qui veut dire que c'est pas parce que j'ai vu une personne plus âgée qui a 100 ans que le village a 100 ans. On est en train de nous dire aujourd'hui que on regarde des étoiles qui ont, admettons 14 milliards d'années, et on dit que c'est l'âge de l'univers. À un moment donné, il faut savoir où se situe Bon exemple, effectivement. le problème. La personne à 100 ans, c'est tout le village, elle a peut-être 6000 ans. Deux choses différentes. D'accord. Voilà. Donc je voulais juste... La petite explication supplémentaire, mais oui, qui est plus plausible et je pense qui permettra à notre public de mieux comprendre. Voilà, ce qui veut dire que Voilà, les étoiles très bien. peuvent naître, peuvent avoir 100 ans, mourir. Oui. Une autre génération d'étoiles arrive à encore 100 ans. Donc nous, on ne verra toujours que 100 ans au maximum. Alors que ça se trouve, il y a peut-être 2, 3, 4, 10 générations avant. Donc, il faut nuancer. Et ça, on n'en parle pas assez en détail quand on parle de l'âge de l'univers. Et puis, il y a des résultats qui vont maintenant entre 12 et 17 milliards d'années. Donc, voilà. Donc, la cosmologie de précision, comme ils l'appellent, eux, leur modèle, qui est de 13,77, plus ou moins 21 millions d'années, cette cosmologie de précision, ici, elle commence à perdre ses aiguilles, vous voyez. Oui, je pense, oui. On n'est plus dans la montre, bon, je ne vais pas dire le nom, mais on n'est plus dans la montre. Voilà, j'ai fini, cher lecteur, donc on est là pour vous. C'est fini. Vous répondez à la question de ce monsieur de Couéron, Pays de Loire en France. Ok, merci monsieur de votre patience. Voilà. Alors, je vous répète la question. Je n'ai pas compris pourquoi vos deux univers se séparent en s'éloignant l'un de l'autre. Quelle est la contrainte qui implique cela? Très bien. Alors, tout d'abord, il s'agit donc d'un Big Bang énergétique, dynamique, qui donne naissance à deux univers. On a déjà fait des vidéos là-dessus, avec des images. Oui. Or, déjà, il y a donc une dynamique explosive. Parce qu'il y a une dynamique, donc il y a un mouvement. Et selon maintenant donc, ce qu'on appelle le modèle de Bondi, dans les années 1957, il y a un mouvement de masse. Alors là, attention, on n'est pas ici dans les charges électriques, négatives, positives. On est dans ce qu'on appelle, dans ce modèle-là, des masses qui ont une positivité ou une négativité. Dans l'hypothèse où on a par exemple deux masses qui sont positives, elles vont s'attirer. Si c'est deux masses négatives, elles vont s'éloigner. Maintenant, on peut avoir une masse positive et une masse négative. Elles vont se poursuivre. Alors, nous, on n'est pas dans la poursuite. On est dans un Big Bang qui donne naissance à deux univers. Et ces deux univers vont donc être négatifs et négatifs. On ne parle pas ici en charge. Ce qui veut dire qu'ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Donc, il y a des forces selon donc, la théorie de Bondi, pour ceux qui veulent donc prendre des notes, B-O-N-D-I. Et ça donne naissance plus tard à un univers qui devient matière et l'autre qui devient un univers antimatière. Donc ces deux univers sont vraiment séparés l'un de l'autre, il ne faut pas qu'ils se touchent. Et ce modèle-là répond à la question, où est passée l'antimatière? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est autour de nous, c'est de la matière. Et la propriété de l'antimatière, c'est que bon, les charges sont... On parle de charges électriques, elles sont inversées. Et il faut à tout prix que ces deux univers ne se touchent pas. Et l'univers aime la symétrie, aime toujours la symétrie. Si je fais main gauche, je fais main droite. Si je fais charge positive, charge négative. L'univers aime la symétrie. Si on regarde un visage, les deux faces sont symétriques. Donc l'univers de la symétrie, donc c'est une conséquence des lois de la physique, de la symétrie, qui veulent qu'il y ait deux univers. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais le deuxième univers, on ne le voit pas. Oui, on ne le voit pas. On commence à voir des signes, bon, on en parlera dans les autres vidéos, on ne le voit pas. Par contre, déjà, pour l'instant, on peut dire, c'est une conséquence des lois de la physique. Parce que je vois qu'un œil, je suis persuadé qu'il y en a deux. Si on cache la moitié du visage, hein, on cache la moitié. Voilà, on dit, il y en a un deuxième. On dit, oui, mais vous ne voyez pas le deuxième, aucune preuve. C'est une conséquence pour que l'univers fonctionne. Voilà, donc pour l'instant, vous retenez que c'est une conséquence. On verra après les preuves. Bon, mais j'espère que vous avez répondu à ce monsieur. J'espère que je vous ai répondu, cher monsieur, et puis n'hésitez pas à nous poser des questions, hein, parce qu'on est là pour ça. Oui, exactement. Écoutez, merci.
Merci, M. Cosentino, pour ce flash info numéro 6. Et puis, de toute façon, on va se retrouver très vite pour un flash info numéro 7. Voilà, et nous, on garde notre jeunesse. Hein. On essaie. Merci, cher public, mais je vous dis donc à bientôt pour un autre flash info. Je vous souhaite de bonnes recherches sur Internet pour voilà, vous convaincre aussi par vous-même, parce que nous, on donne que des informations. Hein. Exactement. On donne des infos. Et mais des infos qui ne sont pas tronquées ni édulcorées. Voilà, ce sont de vraies infos. On essaie de maintenir une certaine vérité qui peut-être va déplaire à certains, mais quoi qu'il en soit, nous sommes là pour ça. La science ne cherche pas les sentiments, hein. Ne travaille pas avec les sentiments. La science, c'est pas à notre convenance non plus. Non plus. Donc, cher public, bonne recherche et puis à bientôt. Voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt. C'est moi. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, notre flash info numéro 6 est donc terminé. Alors, le flash info numéro 7 aura pour titre Big Bang, notre cosmos est-il fractal? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez peut-être remarqué que la question pour les enfants, nous l'avons pour l'instant mise de côté. Je le regrette profondément parce que c'était une rubrique que j'aimais énormément, mais nos flash infos qui doivent être beaucoup plus réduits, eh bien, ne nous permettent pas de poser cette question, mais nous pensons quand même aux enfants. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour notre flash info. Et en attendant, gardez bien la tête dans les étoiles.